Je n'aurais jamais cru raconter cette histoire à voix haute. Non pas qu'elle soit honteuse, mais parce que pendant si longtemps, elle m'a paru banale. Juste cette façon silencieuse dont certaines vies se plient jusqu'au jour où elles se brisent net. Je m'appelle Suzanne Arov. J'ai 62 ans. Je suis une institutrice de CE2 à la retraite et veuve depuis 5 ans. Richard, mon mari, est décédé au printemps des suites d'un cancer du pancréas, de ceux qui progressent rapidement et ne laissent aucun répit. Nous vivions dans cette même maison modeste à la périphérie d'Asheville depuis la fin de notre vingtaine. Un hiver, alors que les enfants étaient petits, il avait construit lui-même la table de cuisine en chêne, la ponçant à la main jusqu'à ce qu'elle brille sous la lumière de la lampe. Il m'arrive encore de caresser le grain du bois, sentant la légère dépression là où il avait appuyé trop fort. Après son départ, la maison s'est installée dans un silence différent. Pas vide à proprement parler, mais comme en attente. Je me répétais que j'allais bien. Je jardinais. Je lisais. Je répondais au téléphone. Et quand mes enfants avaient besoin de quelque chose, n'importe quoi, je leur donnais. Il y a 3 ans, j'ai ajouté Brooke à ma carte de crédit. Juste pour les urgences, lui ai-je dit. Elle a ri comme toujours, d'un rire léger et un peu impatient, et m'a dit « Maman, tu t'inquiètes trop ». Brooke a maintenant 31 ans, brillante, ambitieuse, toujours à la recherche de la prochaine grande aventure. C'est la fille qui appelle en pleine crise et qui a besoin qu'on la rassure. Je pensais être là pour la protéger. Je pensais que c'est le rôle d'une mère. Puis, un mardi matin du printemps dernier, le relevé de carte de crédit est arrivé. Je l'ai ouvert à la table de la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, réchauffant le parquet que Richard avait installé pour nos 20 ans de mariage. Le total dû s'affichait sous mes yeux. 17 000 $ et quelques. Pas les courses. Pas les réparations de la voiture. Fleurs, mountain laurel floral, mariage, 3 200 $. Pavillon Blue Ridge, 8 500 $. Traiteur, Asheville Harvest Catering, 4 800 $. Acompte, dégustation, forfait éclairage. Un lieu luxueux que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais visité. Je restais immobile. Les chiffres ne se brouillaient pas. Ils devenaient nets. On ne m'avait rien demandé. On ne m'avait pas donné la date. Je n'avais même pas su qu'il y avait un dîner de fiançailles avant qu'il ne soit déjà terminé. Si vous vous êtes déjà senti invisible, assis dans la même pièce que les personnes censées vous voir le plus clairement, vous comprendrez peut-être ce qui m'a traversé à ce moment-là. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid. La lente prise de conscience que l'appel venait de l'intérieur de la maison depuis le début. Je fixais toujours le journal quand la porte d'entrée s'est ouverte sans frapper. « Maman, j'ai besoin de ta voiture ce soir. » Nathan, mon fils de 35 ans, récemment divorcé, était revenu vivre 6 mois plus tôt avec 2 valises et la promesse que ce ne serait que temporaire. Le temporaire était devenu permanent, comme la pourriture humide qui s'installe lentement, puis d'un coup. Il n'est pas entré dans la cuisine. Il est resté planté dans le couloir à hurler ses besoins comme un supporter de l'Iowa. On va aller voir cet endroit à Black Mountain. Jenna m'y rejoint. Jenna, ma copine, prof de yoga, qui laisse des fagots de sauge et du quartz rose sur ma table basse, qui m'avait dit un jour, quand j'avais poliment mentionné que l'encens me donnait mal à la tête, que je devrais ouvrir mon énergie. Nathan était d'accord avec elle. Il disait que j'étais peu accueillante. J'ai plié le papier une première fois, puis une seconde. Mes mains étaient fermes. « Nathan, ai-je dit par interphone. Tu peux venir, s'il te plaît. » Il est apparu sur le seuil, téléphone à la main, vêtu de la chemise en flanelle que je lui avais offerte 2 Noëls auparavant. « Quoi de neuf ? Je suis un peu pressée. » J'ai glissé le papier vers lui par-dessus la table. Il a jeté un coup d'œil, puis haussé les épaules. « Ouais. Brooke a parlé du mariage. Écoute, maman, c'est juste de l'argent. Tu as la maison, la retraite. Tout va bien. » C'est à ce moment précis, à cette seconde exacte, que l'atmosphère a changé. Pour eux, je n'étais plus une personne. J'étais une ressource, une limite de crédit, un filet de sécurité encore vivant. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai vu le petit garçon qui venait pleurer dans mes bras quand il s'écorchait le genou. Et j'ai vu l'homme qui, maintenant, s'attendait à ce que je saigne pour qu'il puisse continuer à marcher debout. Plus tard dans la nuit, j'étais assise dans le vieux fauteuil en cuir de Richard,
celui où il s'endormait avec un livre ouvert sur la poitrine. La maison grinçait comme le font les vieilles maisons, se stabilisant peu à peu. J'ai repensé à la vie que nous avions construite ici, aux heures supplémentaires, aux calculs budgétaires tard dans la nuit, à nos rires quand les enfants étaient petits et que la table était recouverte de papier de construction et de paillettes. J'ai repensé à la façon dont j'avais continué à donner après sa mort, parce que donner était la dernière langue que je maîtrisais encore, parce que si j'arrêtais, peut-être que personne ne reviendrait. Vers minuit, mon téléphone s'est allumé. Un texto de Brooke. Salut maman. Tu peux t'occuper du dernier acompte pour le traiteur le mois prochain? C'est seulement $2000. L'assurance de Richard devrait couvrir les frais, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment adorable. J'ai longuement dévisagé le message. Le petit cœur, cette certitude désinvolte, la façon dont elle supposait que mon chagrin était encore à découvert. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 35 ans de maternité. J'ai supprimé le message. Non pas par colère, mais par lucidité. Et dans ce court silence délibéré, quelque chose en moi a enfin cessé d'attendre qu'on le lui demande. Si ce début vous semble familier, si vous avez déjà porté un fardeau si longtemps que vous avez oublié qu'il n'était pas le vôtre, alors restez avec moi, car la suite de l'histoire parle de ce qui se passe quand on finit par s'en libérer. Les jours suivants se sont écoulés dans un silence étrange. Non pas le silence paisible, mais celui qui précède une tempête qu'on sait déjà imminente. Je n'ai pas appelé la société de cartes de crédit tout de suite. J'ai laissé le relevé sur le comptoir de la cuisine comme une accusation. Je n'étais pas tout à fait prête à répondre. Chaque fois que je passais devant, je ressentais la même petite douleur à la poitrine. L'incrédulité se mêlait à une lente prise de conscience. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Brooke avait privilégié la facilité à la conversation. Nathan avait préféré le sentiment d'avoir droit à tout plutôt que l'effort, et moi, pendant des années, j'avais choisi de leur faciliter la vie. Je recommençais à remarquer les petits détails que j'avais cessé de voir. Le linge de Nathan qui s'entassait dans le couloir parce qu'il supposait que je finirais par le laver. Les barquettes de plats à emporter à moitié vides dans le frigo, qui n'étaient pas les miennes. Les cristaux de Jenna qui se multipliaient partout comme de la mousse recouvrant un mur de pierre. Je me disais que c'était passager, qu'il souffrait du divorce, qu'elle exprimait simplement ses émotions, mais ce « passager » avait maintenant des dents acérées. Et ses dents étaient acérées. Un soir, environ une semaine après la réception du relevé, Nathan rentra tard. La porte d'entrée claqua, suivie du rire de Jenna et de l'odeur du patchouli. J'étais dans le salon, la lampe tamisée, relisant la même page encore et encore, car les mots refusaient de rester dans ma mémoire. « Maman » appela Nathan depuis la cuisine. « Tu as du liquide ?» Le distributeur fait des siennes. J'ai fermé le livre et je me suis dirigée vers la porte. Il était déjà en train d'ouvrir le tiroir à bazar où je gardais l'enveloppe d'urgence. J'ai fermé la carte bancaire, ai-je dit doucement. Il s'est figé, la main toujours dans le tiroir. Jenna est apparue derrière lui, un verre de smoothie à la main, nous regardant tour à tour comme si elle s'était trompée de scène. « Comment ça, fermé ?» a demandé Nathan. Sa voix était tendue, celle qu'il utilisait quand il essayait de ne pas paraître en colère. « Je veux dire, j'ai appelé la banque cet après-midi. La carte que tu utilisais n'est plus active. » Jenna a ri nerveusement. « Suzanne, voyons. On a cru qu'il y avait une fraude ou quelque chose comme ça. Ça va. Ça va, ai-je répondu. Je ne finance plus mes enfants adultes qui vivent ici. Nathan s'est retourné complètement. Son visage est devenu rouge comme à l'époque où, à 12 ans, il mentait sur ses devoirs. Tu fais vraiment tout ça pour quelques euros. Ce n'est pas quelques euros, Nathan. Ce sont des années. Et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'attente. Il me fixa comme si je parlais une langue étrangère. Puis il laissa échapper un petit rire incrédule. Tu te comportes comme si on était des sangsues. On est de la famille. Si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui utilise le mot « famille » comme un permis de prendre tout ce qu'il veut, vous reconnaîtrez peut-être ce son. Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'était pas nécessaire. La pièce semblait plus petite, l'atmosphère plus lourde. Jenna posa son verre. On devrait peut-être lui laisser un peu d'espace. Non, Nathan a dit que c'est elle qui doit expliquer pourquoi elle nous punit soudainement. Je ne punis personne,
lui ai-je dit. Je protège ce qui me reste de vie. Il secoua la tête et prit ses clés sur le comptoir. C'est ridicule. Tu vas le regretter quand tu seras vieille et seule. Ces mots firent mouche, pendant une seconde. Juste une seconde. J'ai senti le vieux réflexe se réveiller. M'excuser. Apaiser les choses. Pour que la maison ne paraisse pas si vide. Mais j'ai respiré profondément. Comme on respire quand on a un point de côté en pleine montée. Il est parti sans un mot de plus. Jenna a suivi, me jetant un dernier regard incertain avant que la porte ne se referme. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Je me suis de nouveau assise dans le fauteuil de Richard, le cuir conservant encore le léger parfum de son après-rasage malgré toutes ces années. Je revoyais sans cesse le visage de Nathan, non pas le visage en colère, mais celui du petit garçon qui se glissait dans notre lit pendant les orages, murmurant « Tu prendras toujours soin de moi, n'est-ce pas ?» Je l'avais fait. Je l'avais toujours fait. Et c'était peut-être là le problème. Le lendemain matin, Brooke a appelé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. « Maman, Dieu merci. Le fleuriste a dit que le paiement avait été refusé. Qu'est-ce qui se passe avec ta carte ?» Je me suis assise à la table de la cuisine. La même table, la même lumière du soleil. J'ai figé le téléphone, ai-je dit. Silence. Puis la voix que je reconnaissais, celle de toutes mes crises d'adolescence. Douce, persuasive, certaine que ça marcherait. Maman, allez. Appelle-les et arrange ça. C'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, Brooke. Tu as utilisé ma carte pour 17 000 $ sans me demander. Mais le mariage, tout est réservé. Si on ne paie pas, ils annuleront. Tu veux vraiment gâcher mon mariage. Voilà. La culpabilité enveloppée d'amour comme du fil barbelé. Je veux que tu aies un beau mariage, dis-je. Je le veux vraiment, mais je veux que tu le paies comme la plupart des adultes. Un autre silence. J'ai entendu sa respiration changer. Plus saccadée, plus colérique. Tu es déraisonnable. Peut-être, dis-je. Mais je suis aussi honnête. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Ma main tremblait en raccrochant, non pas de peur, mais à cause de l'étrange sensation d'avoir enfin dit non. Plus tard dans l'après-midi, je suis allée à la quincaillerie. J'ai acheté de nouveaux verrous, une chaîne de sécurité pour la porte de derrière. La caissière, une femme à peu près de mon âge, a regardé les articles et a souri doucement. « Vous changez quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Quelque chose comme ça ?» ai-je répondu. Une fois rentrée, je suis restée assise longtemps sur les marches du perron. Le sac de quincaillerie était à côté de moi. L'air de la montagne était frais, chargé d'un parfum de pin et de pluie imminente. Les rosiers de Richard, négligés pendant des années, commençaient à se chevaucher à nouveau. Je ne les avais pas touchés depuis sa mort. Peut-être était-il temps. Si vous avez déjà ressenti ce moment où donner cesse d'être un acte d'amour pour devenir un acte d'abandon, vous savez combien le silence peut être pesant. Mais pesant n'est pas synonyme de désespoir. Les jours qui ont suivi ma rupture avec Brox m'ont paru longs et étrangement minces, comme un tissu trop tendu sur un cadre, qui garde sa forme, mais dont on sent le fil se tendre. Je n'ai pas pleuré. Pas comme je l'aurais cru. Au lieu de cela, je me déplaçais dans la maison comme quelqu'un qui réapprend à marcher après une longue maladie. Lentement, délibérément. Chaque petite décision me semblait énorme. J'ai changé les serrures moi-même cet après-midi-là. La perceuse me paraissait étrange au début. Richard s'était toujours occupé des travaux manuels. Mais le rythme est revenu. Le léger crissement du métal mordant le bois, le clic satisfaisant du nouveau verrou enclenché. J'ai glissé les vieilles clés dans un bocal vide et les repoussé au fond du tiroir du garde-manger, derrière les pots de confiture de pêche que nous n'avions jamais terminés. J'avais l'impression d'enterrer quelque chose. Pas une personne, une part de moi-même. Cette nuit-là, impossible de dormir. Assise dans un fauteuil inclinable jusqu'à ce que la maison se refroidisse, je me suis enveloppée dans la courte pointe que la mère de Richard nous avait confectionnée pour notre premier anniversaire. Les points étaient irréguliers par endroits, preuve d'amour plus que de talent. Je repassais sans cesse les conversations en boucle. Nathan avait haussé les épaules. Brox, t'es la meilleure. Avec une pointe de sincérité, la façon dont il semblait tous deux surpris, pas blessé, juste agacé quand le robinet s'est enfin fermé. Et sous tout cela,
Cette question sourde qui me hantait. Si je leur avais appris cela, en ne disant jamais non, en croyant que l'amour signifiait être toujours disponible, en transformant mon chagrin en une source intarissable où ils pouvaient puiser sans jamais se demander jusqu'où il était devenu profond. Peut-être connaissez-vous cette sensation, celle qui vous envahit vers 3 heures du matin, quand la maison est trop silencieuse et l'esprit trop agité. Quand vous réalisez que le rôle que vous avez joué pendant des décennies n'était pas tout à fait celui que vous imaginiez. C'était de la survie déguisée en générosité. Le lendemain matin, j'ai préparé du café comme Richard le faisait, fort, sans sucre, et j'ai emporté la tasse sur la véranda. Les rosiers s'éveillaient, leurs minuscules bourgeons verts résistant obstinément à la dernière fraîcheur du printemps. Je me suis agenouillée dans la terre, sans gants. J'ai laissé la terre s'infiltrer sous mes ongles. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas précipitée à l'intérieur pour répondre à un message ou régler le problème de quelqu'un d'autre. Je suis simplement restée là, à respirer l'odeur de la terre humide et des pins, jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal et que le café refroidisse. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Brooke, cette fois-ci, c'était un message vocal. Maman, je ne sais pas quoi dire. Tout s'écroule. La salle a appelé. Il garde la compte. Ryan pose des questions maintenant. Il veut savoir pourquoi tu n'étais pas au dîner de fiançailles. Je lui ai dit que c'était un petit dîner, juste sa famille, mais il n'y croit pas. Je suis désolée. D'accord. Je suis vraiment désolée. On peut parler, s'il te plaît? J'ai écouté 2 fois. La première fois, j'ai entendu la panique. La deuxième fois, j'ai entendu le discours préparé. Le même ton doux qu'elle utilisait depuis ses 16 ans, quand les excuses étaient monnaie courante et que j'étais toujours prête à les utiliser. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. J'avais besoin de laisser cette douleur s'installer un peu plus longtemps. Besoin d'en tirer une leçon. Ce soir-là, Diane, de la maison 2 maisons plus loin, celle avec le jardin parfait et les volets rouges, est venue me voir avec un plat de lasagne en aluminium. J'en ai fait trop, a-t-elle dit en me le tendant comme une offrande. Et j'ai entendu des voix s'élever l'autre jour. Je voulais juste vérifier. J'ai failli la congédier d'un geste poli, comme d'habitude. Puis, surprise, je me suis dit, je ne vais pas bien, mais j'essaie. Elle n'a pas cherché à me donner de conseils. Elle a simplement hoché la tête. Viens t'asseoir sur ma terrasse demain matin. Le café est pour moi. J'ai emporté les lasagnes à l'intérieur. J'ai mangé debout au comptoir. J'ai savouré la tomate, le basilic, la légère sensation de brûlure de l'ail. De la vraie nourriture, pas ces repas pris à la hâte et en solitaire depuis des années. Après le dîner, j'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieilles lettres de Richard, celles qu'il m'écrivait quand nous sortions ensemble. À l'époque où la distance était le seul obstacle entre nous, j'en ai lu une au hasard. Son écriture, penchée et assurée. Tu rends tout possible, Suzanne. Même les jours les plus ordinaires. J'ai refermé l'enveloppe, les serré contre ma poitrine, et pour la première fois depuis les funérailles, je me suis autorisée à le regretter sans faire de ce manque une obligation de le combler pour quelqu'un d'autre. Si vous vous êtes déjà retrouvés à passer des nuits blanches à vous demander si vous protéger signifiait cesser d'aimer ceux qui vous ont blessé eux, vous savez combien la frontière entre respect de soi et égoïsme est ténue. Combien il est facile de les confondre quand on est fatigué eux. J'étais fatiguée eux, mais j'étais aussi éveillée eux. Le déclic ne s'est pas produit dans le bruit des cris ou des portes qui claquent. Il est arrivé doucement, comme l'aube après la plus longue des nuits. Lent, certain et impossible à ignorer. 3 jours après avoir changé les serrures, la société de cartes de crédit a appelé. Ils avaient vérifié les dépenses. Les 17 000 $ de frais de mariage avaient été intégralement remboursés. Sans contestation, sans question, juste une voix calme au téléphone confirmant que le compte était sécurisé, le solde rétabli et la carte désormais à mon nom uniquement. J'ai remercié le conseiller, j'ai raccroché et je suis restée dans la cuisine pendant une longue minute. La lumière du soleil était plus forte maintenant. La fin du printemps inondait la pièce et se reflétait sur la table en chêne. J'ai touché à nouveau le bois, le ponçage minutieux de Richard, sa fierté discrète d'avoir créé quelque chose de durable. Pour la première fois, la maison ne semblait plus retenir son souffle. J'avais l'impression qu'elle expirait enfin avec moi. Cet après-midi-là, Nathan est arrivé. Il n'a pas frappé. Il a essayé la porte, l'a trouvée verrouillée, puis a frappé une fois, assez fort pour faire trembler le cadre.
Je l'ai entr'ouverte juste assez pour apercevoir son visage. Il paraissait plus petit, comme fatigué. La colère de l'autre soir s'était apaisée. Maman, je n'arrive même pas à récupérer mes affaires. Mon ordinateur portable est là-dedans, mes vêtements. Tu peux prendre rendez-vous, ai-je dit d'un ton égal. Je te laisserai entrer pour prendre tes affaires, mais tu ne restes pas. Il m'a fixé, non plus avec l'arrogance d'antan, mais plutôt avec une expression de confusion. Tu fais vraiment ça? Vraiment? Il a dégluti, a regardé par-dessus mon épaule dans le couloir qu'il avait l'habitude de traverser comme s'il lui appartenait. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je pensais que tu ferais toujours quoi? J'ai demandé doucement. Sois toujours celle qui répare. Il n'a pas répondu, il a juste hoché la tête une fois, petit et vaincu, puis s'est retourné et est retourné à sa voiture. J'ai fermé la porte. Le nouveau verrou s'est enclenché avec un clic net. Plus tard dans la semaine, Brooke est apparue sur le perron juste après le lever du soleil. Elle était là depuis avant l'aube. Sa voiture était déjà garée de travers dans l'allée quand j'ai ouvert les stores. Son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient défaits, une tasse de café à la main. J'ai pris mon temps, j'ai préparé du thé, j'ai laissé la bouilloire siffler. Quand je suis enfin sortie, elle a levé les yeux rougis et scrutateurs. « Maman », a-t-elle dit, la voix brisée. Le mariage est annulé, Ryan a tout annulé. Je dors sur le canapé de Sarah. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis assis à côté d'elle sur le banc que Richard avait construit des années auparavant. Le bois était chaud sous les rayons du soleil levant. Je suis désolée que tu souffres, lui ai-je dit. Vraiment. Elle a ri une fois, un rire amer, brisé. Tu regrettes d'avoir fait ça? Non, ai-je répondu doucement. J'ai arrêté de faire des choses pour toi. Il y a une différence. Elle s'est essuyé le visage avec la manche de son sweat à capuche. Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû utiliser la carte. Je n'aurais pas dû te mettre à l'écart. J'étais dépassée, effrayée. Je pensais que si je gérais tout, tu n'aurais pas à t'inquiéter. Tu pensais que si tu gérais tout sans moi, je ne remarquerais pas que j'avais été effacée. Elle a tressailli, a baissé les yeux sur ses mains. Depuis quand suis-je devenue quelqu'un que tu appelles seulement quand tu as besoin de quelque chose? Ai-je demandé. Ma question n'était pas empreinte de colère. Elle était sincère. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle murmuré. Je pensais juste que tu comprendrais. Je comprends, dis-je. Je comprends mieux que quiconque combien il est facile de tenir quelqu'un pour acquis quand il ne dit jamais non. Un silence s'installa entre nous. Une douce brise de montagne caressait les roses. Un bouton s'était enfin ouvert. Rose profond, fragile, rebelle. La voix de Brooke était faible. Et si je ne peux pas arranger ça? Et si je ne peux pas être celle que tu veux que je sois? Je n'ai pas besoin que tu sois quelqu'un d'autre, lui dis-je. Mais j'ai besoin que tu comprennes que l'amour n'est pas une ligne de crédit, et que pardonner n'est pas oublier. Elle hocha lentement la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. Cette fois, elle ne les essuya pas. Je suis désolée, répéta-t-elle. Et pour la première fois, j'entendis la différence. Non pas désolée que le plan ait échoué. Désolée pour la douleur qu'elle avait causée. Je tendis la main et posai brièvement la mienne sur la sienne. Je t'aime, Brooke, mais je vais d'abord m'aimer moi-même, et cela signifie te laisser apprendre à te débrouiller seule. Elle se leva lentement, regarda la maison, puis me regarda. Tu ne vas vraiment pas me laisser entrer. Pas aujourd'hui, dis-je. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, cette porte reste fermée. Elle descendit les marches sans discuter. Pas d'au revoir. Juste le bruit de sa voiture qui démarrait, puis s'éloignait dans la rue. Je restai sur le porche jusqu'à ce que le soleil soit plus haut, jusqu'à ce que sa chaleur atteigne les parties de moi qui étaient restées froides pendant des années. Ce soir-là, on frappa à la porte d'entrée. Ni colère, ni désespoir, juste une présence. C'était Ryan, le fiancé, ou plutôt l'ex-fiancé, de Brooke. Il se tenait sur le paillasson, une enveloppe à la main. Pas de fleurs, pas d'excuses, juste un regard calme et une posture fatiguée. « Madame Harrove, dit-il. J'espère que je ne vous dérange pas.
Je me suis écartée pour vous laisser entrer un instant. Nous nous sommes assis sur la balancelle. Il me tendit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque de banque. 8 500 $, la moitié du prix de la salle. Je ne peux pas accepter ça, dis-je aussitôt. Tu peux, répondit-il. J'en ai profité. Au début, j'ignorais d'où venait l'argent, mais j'aurais dû poser la question. Et quand je l'ai fait, les réponses ne m'ont pas plu. Il contemplait les montagnes. J'ai annulé le mariage, non pas à cause de l'argent, mais parce que j'ai compris que je ne voulais pas bâtir une vie sur le poids des responsabilités de quelqu'un d'autre. J'ai observé son visage. Pas de jeu, juste un homme qui privilégiait la clarté au confort. Merci, dis-je, sincèrement. Il se leva pour partir, s'arrêta en haut de la marche. Je suis désolé d'y avoir contribué, dit-il. De ne pas t'avoir vu plus tôt. J'ai hoché la tête et les regardé s'éloigner. Et à cet instant, le chèque à la main, les roses épanouies, la maison silencieuse derrière moi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le changement ne résidait pas dans ce que j'avais repris, mais dans ce que je m'étais enfin autorisé à garder. 3 semaines plus tard, la maison avait une autre atmosphère. Plus vide, plus ce silence de deuil que j'avais connu si longtemps. C'était paisible, un calme qu'on mérite, pas celui qu'on subit. La roseraie avait repris vie. Chaque matin, je sortais avec mon café et je regardais les fleurs s'épanouir une à une, leurs pétales doux sous la lumière de la montagne. J'avais taillé les tiges mortes, fertilisé la terre, arrosé quand la pluie ne venait pas. Richard aurait souri en voyant le jardin à présent, de nouveau vivant, soigné avec intention et non par obligation. Le litige concernant la carte de crédit s'était conclu en ma faveur. La totalité du montant avait été remboursée. Aucune poursuite n'avait été engagée. Aucun lien n'était rompu. Juste de la clarté. Le chèque de Ryan était déposé sur un nouveau compte d'épargne que j'avais ouvert à mon nom uniquement. Pas de compte joint. Pas de carte d'urgence pour qui que ce soit d'autre. Je ne l'avais pas encore encaissé. Je réfléchissais encore à ce que signifiait accepter un dédommagement sans culpabiliser. Nathan avait cessé de m'envoyer des SMS après le 3e message resté sans réponse. Le dernier était un mème passif-agressif sur les parents toxiques. Je l'ai longuement regardé, puis j'ai supprimé la conversation, non par dépit, mais par besoin de paix. Brooke n'était pas revenue à la porte. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis ce lever de soleil sur le porche. Mais il y a 2 jours, une petite enveloppe est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et son écriture familière. À l'intérieur, une simple carte. Pas de longue explication, juste 3 mots sur du papier crème épais. J'essaie. Je l'ai posée sur la cheminée, à côté de la photo de Richard. Pas le pardon, pas encore, mais une reconnaissance. Un petit pas sincère. Diane et moi avons commencé à prendre un café tous les matins. Certains jours sur mon porche, d'autres sur le sien. Nous parlions des livres que nous avions lus, des oiseaux qui venaient à nos mangeoires, du courage discret qu'il faut pour ne plus avoir peur de ses propres limites. La semaine dernière, elle a apporté un prospectus de la bibliothèque d'Asheville. Il cherchait des bénévoles pour le programme d'alphabétisation des adultes. Elle nous avait déjà inscrites toutes les 2. J'ai pensé à toi, a-t-elle dit en souriant par-dessus sa tasse. Tu as toujours su donner aux gens le sentiment d'être important. La première séance est mardi prochain. Je suis nerveuse, mais d'une bonne façon, comme on l'est avant quelque chose de nouveau et d'important. Ce matin, je me suis assise près de la fenêtre du salon, celle que Richard appelait toujours la meilleure place de la maison, car le soleil y inondait le parquet d'une lumière parfaite. J'ai regardé la lumière glisser sur le sol, chaude et lente. J'ai pensé à lui, non pas avec la vive douleur d'un chagrin naissant, mais avec la douce gratitude de quelqu'un qui sait qu'elle vit enfin la vie qu'il souhaitait pour elle. Je crois qu'il serait fier, non seulement des limites que je me suis fixées, mais aussi de la paix que je m'autorise enfin à préserver. Mon téléphone a vibré. Un message de Diane. Une nouvelle du groupe de la bibliothèque veut se joindre à nous pour un café demain. Je pense qu'elle te plaira. Veuve depuis l'année dernière. Elle adore les roses. J'ai répondu, j'ai hâte. Puis j'ai posé mon téléphone, repris le livre que je lisais par petites touches et laissé la lumière du soleil m'envelopper comme une douce bénédiction. Si cette histoire vous semble familière,
Si vous avez déjà dû choisir entre être indispensable et être reconnu, entre donner sans cesse et enfin retrouver la dignité de votre propre vie, alors peut-être avez-vous, vous aussi, emprunté ce chemin. Il ne s'achève pas par une victoire éclatante. Il s'achève dans le silence. Dans le deuil qui vous appartient, auprès de ceux qui vous voient tels que vous êtes, au-delà de ce que vous pouvez offrir. Et ce silence est plus fort que toutes les tempêtes passées. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Et parfois, le plus grand courage est de cesser de la dissimuler. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Ici, chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Vous comptez, non pas pour ce que vous donnez, mais pour ce que vous êtes. N'oubliez jamais cela.